La petite monnaie, une denrée de plus en plus rare au Cameroun, dans tous les secteurs d'activité. Pourtant, sa disponibilité facilite les transactions et augmente le chiffre d'affaires sur le terrain. En 2019, la BEAC avait annoncé une enquête auprès des autorités camerounaises et autres pays de la CEMAC pour mesurer l'ampleur de ce phénomène. En 2020, la même BEAC a reçu un versement de plus de 13 000 milliards de pièces venant des banques et des comptables publics. Comment donc comprendre qu'après la mise en circulation de ces billets et pièces de plus de 4 milliards de francs CFA, le Cameroun souffre toujours de l'absence des pièces de monnaie dans les marchés et autres secteurs d'activité? Quelle incidence réelle sur le plan macro et microéconomique? On en parle dans le débrief de l'actualité de ce soir. Bonsoir. Rareté des pièces de monnaie, quel impact sur l'économie au Cameroun? C'est l'axe principal du débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Nous sommes heureux de vous avoir ce soir. Et pour cette thématique, des invités sur ce plateau. Je commence par cet arbitre qui nous vient du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, également militant du MRC, Maître Fabien Queugneux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir renouvelé, n'est-ce pas, d'être sur votre plateau comme représentant du MRC, le petit parti politique qui fait néanmoins l'actualité politique au quotidien. D'accord, c'est permettez-moi aussi de dire naturellement bonsoir à mes companélistes et surtout à vos milliers ou nombreux téléspectateurs. D'accord, merci d'être venu sur ce plateau. Elle également touche cette petite monnaie au quotidien. Alice Maguedjo, présidente du syndicat des commerçants et détaillants du Vouri. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit sur le débrief de l'actu. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux nombreux téléspectateurs du Canal 2 International. Bonsoir surtout aux commerçants qui souffrent effectivement de cette problématique que vous énoncez. D'accord. Nous adorons votre tenue traditionnelle de ce soir. Merci. J'ai enterré mon oncle avec paix à son âme. Donc, c'était la tenue qu'on a choisie pour la famille la semaine dernière. Ça, c'est condoléances. Merci beaucoup. Docteur Georges Edimo Mongori, il est économiste et c'est toujours avec plaisir qu'on le reçoit sur Canal 2 International et c'est une première sur le débrief de l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je salue tout le monde, surtout d'abord ma fille qui nous présente ici, que je n'ai pas vue il y a très longtemps, mais co-panéliste. J'aime toujours être sur les plateaux avec ma mère qui est à ma droite, Alice. Et en face, il y a MRC. J'aime bien qu'il y ait toutes ces colorations sur un même plateau. Je salue tout le monde et je suis heureux de parler d'une thématique extrêmement importante. Et c'est votre domaine, puisque vous venez de mettre sur le marché l'économie camerounaise, tome 1 jusqu'à 4. Ça parle de quoi en quelques mots? Ben écoutez, j'avais constaté qu'on n'a pas écrit sur l'économie camerounaise. Et je me suis dit, bon, ben écoutez, il faut remplir un peu ce vide. Et en une, 2 années, bon, je me suis dit, bon, je sors quand même 4 volumes. Le premier parle de l'histoire de l'économie camerounaise. Une économie résiliente. Voilà, d'une économie résiliente de 1945 à 2020. Là-dedans, je trace les trajectoires, mais je thématise surtout la première tentative d'industrialisation qui s'est mise en place entre 1975 et 1984-85 et qui a échoué naturellement. Mais en même temps, j'essaie de ressortir un phénomène que beaucoup de gens n'ont pas saisi, c'est que l'économie camerounaise est en fait entrée en crise en 1980-1981. D'accord, on aura l'occasion de lire ces ouvrages-ci. Et d'ailleurs, il y a un programme sur Canal Matin dédié justement aux livres qui paraissent au Cameroun, avec une rubrique dirigée par Junior Roussin. On aura l'occasion de faire une note de lecture dessus. Merci de votre présence. Maître Joseph Claude Biliga, en politique de RDPC, avocat au barreau
barreau du Cameroun est également annoncé sur ce plateau. On l'espère l'avoir avant à la fin puisqu'il a donné son OK ou alors son remplaçant à la dernière minute. Alors Alice, je commence par vous sur cette thématique. Est-ce que ces derniers jours, vous avez eu un problème de pièces de monnaie, vous qui êtes au marché? Pas ces derniers jours, mais ces dernières années. On est vraiment plombé par cette histoire de non-remboursement des pièces de monnaie et même les petites coupures. Parce que là, hier encore, c'était les pièces seulement qui se faisaient rares. Mais aujourd'hui, même les petites coupures se font rares. On a l'impression que notre masse monétaire n'est plus contrôlée. Je ne sais pas quel est le terme approprié, mais on a la chance d'être avec un économiste sur le plateau. Mais moi, je pense que nous avons des très grandes difficultés et des difficultés signalées. Et jusque-là, à un moment donné, on nous avait fait croire que c'est des Chinois qui collectaient les pièces de monnaie pour s'en aller chez eux fabriquer les bijoux et autres. Et quelquefois, même la sécurité nous a présenté certaines pièces saisies, mais on s'attendrait qu'ils viennent se mettre à l'entrée des marchés. Par exemple, celui qui a 20 000 vient récupérer ses pièces pour qu'on mette en fonctionnement. Mais ils disent que ce sont des pièces justificatives d'une enquête ouverte. Et du coup, le processus continue et ça devient alarmant. Les pièces de 25, on ne les a même presque plus. On a quelquefois les pièces de 50 et les pièces de 100 francs, mais rarement. Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'on courait souvent dans les stations d'essence pour chercher les pièces. Mais comme un bien économique, quand quelque chose se fait rare, ça devient cher et les enchères montent. Aujourd'hui, pour avoir 1000 francs dans une station d'essence où vous avez un ami, parce qu'il faut bien cultiver l'amitié même avec celui-là avant qu'il vous promette 1000 francs pour 100 francs. Et du coup, c'est déjà un 10% que vous êtes en train d'acheter la monnaie pour pouvoir faire vos achats. Dans un environnement où on prône la baisse des prix, surtout des premières nécessités. Parce que les plus victimes de cette thématique sont les plus démunis, en réalité. Parce que ceux qui font des économies d'échelle et achètent leurs marchandises par carton ou ce qu'ils vont consommer par carton et autres en souffrent moins que ces ménagères-là qui vivent au jour le jour et qui doivent avoir peut-être 1000 francs ou 2000 pour pouvoir concocter quelque chose pour nourrir la famille. Là, maintenant, il faut segmenter. Et je dis carrément, nous, on renvoie les clients. Aujourd'hui, chez moi, quand quelqu'un vient acheter et qu'il faut rembourser 200, je suis désolé, je n'ai pas 200. Je lui dis simplement, soit il prend quelque chose de 200, c'est quelque chose de 200 qui est d'ailleurs rare, ou alors la personne s'en va. Donc, on en souffre doublement. Quand on sort, pour ceux qui n'ont pas de voiture, pour pouvoir se rendre au travail, par exemple, on se plante en route et on ne vient plus à l'heure. Et puis, on ne sait pas on ne quantifie pas ce temps-là, ce que ça coûte. On va venir sur les conséquences tout à l'heure. Le temps pour moi de demander à Fabienne, dans les stations-service aujourd'hui, les boulangeries, les taxis, on a du mal à gérer la petite monnaie au point de se retrouver en train d'abandonner carrément sa monnaie, soit à la boulangerie, soit à la pharmacie, parce qu'il y a une véritable crise de monnaie. Je crois qu'il faut bien convenir, après ce que Mme Alice vient de dire, qu'il s'agit d'un véritable problème social. Elle a bien fait la peinture de la thématique que nous avons aujourd'hui sur la réalité de la monnaie. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus. Je voudrais absolument souscrire à tout ce qu'elle a dit, aller au-delà, tout au moins pour dire que je pense qu'on devrait en arriver à la démonétisation, je ne sais pas trop, à la dématérialisation. Parce que voyez-vous, cette monnaie-là, c'est ce qui permet, n'est-ce pas, de faciliter les échanges. Comme elle l'a si bien dit, ça fait des années que nous en souffrons. Nous avons l'avantage peut-être d'être aujourd'hui dans nos villes. Est-ce que vous pouvez imaginer combien vous avez bien fait d'évoquer le citoyen le plus pauvre. Vous vous imaginez. Vous pouvez imaginer quelle est sa souffrance, quelle tension sociale cette absence de monnaie crée. Du simple fait pour quelqu'un qui ne voudrait pas abandonner c'est 50 francs ou c'est 25 francs quelque part. Qui peut-être représente pour lui le SMIC à combien? Il me semble que c'est autour de 36 000 francs. Donc nous devons peut-être aller au-delà pour nous arrimer à une certaine conception des échanges qui s'arriment autour de la dématérialisation de la monnaie. Parce que voyez-vous, avec, je sens publicité avec les comment dirais-je, avec
les différents modes de transfert d'argent. De plus en plus, moi, pour parer à cette absence-là, n'est-ce pas? Je paye systématiquement dans les supermarchés, dans les marchés où je vais, pour autant que les commerçants aient un temps soit peu la possibilité, tout le monde n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser ce mode. Je paye, même sur les 25 ou 100 francs, je paye ça de plus en plus à travers les transferts d'argent et ça facilite les transactions. Mais c'est inférieur. Et je veux un peu aller plus loin pour dire que j'ai comme impression que l'Afrique a mal, n'est-ce pas, à l'anticipation. Ce n'est pas propre au Cameroun. Je crois que ça va être pratiquement le problème de l'Afrique centrale, d'une certaine dépendance, n'est-ce pas, à une certaine monnaie. Pourquoi on ne peut pas trouver autre chose que ces pièces qui sont aujourd'hui rares? On peut peut-être aller au-delà. Je crois que la monnaie, là, elle a été, comment dire, je l'appelle même presque comme monnaie coloniale. On peut peut-être trouver, si tant tel que cela nous pose tellement de difficultés, d'autres palliatifs à ce genre de difficultés. Alors, nous, on a la chance d'avoir un économiste sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cette crise de la monnaie au Cameroun? Mais c'est simple, c'est le fait, merci, le couple Aldélis l'a évoqué d'une manière ou d'une autre, c'est le fait qu'on ait accepté de perdre notre souveraineté monétaire. C'est tout simple. C'est bien la dématérialisation des opérations financières, c'est très très bien, mais même quand on l'aura fait, quel est le taux de bancarisation des Camerounais? Combien de ceux qui sont à la campagne pourront faire ce type d'opération? C'est bien, c'est un très bon levier, mais le problème est que aucun pays dans le monde, ça c'est un système extrêmement suranné, nous avons combattu cette histoire, je l'appelle comme ça, parce que ça amuse, ça fait mal en même temps, qu'en plein 21e siècle, il y ait encore des pays qui sont soit dominés systématiquement par un système, parce que c'est plus profond que ça. Hein? Ça, ce n'est qu'un détail, mais qui a des effets terribles, parce qu'en fait, la croissance, c'est quoi? La croissance naît de la vigueur des échanges. Lorsque la vitesse de circulation de la monnaie est ralentie à ce point, ce qu'on peut perdre en point de croissance, même si c'est difficile de conduire une étude qui vous dise avec précision combien de points de pourcentage vous pourrez perdre, mais on convient tous que ça rend les transactions très difficiles, ça alourdit la mobilité spatiale des facteurs, et ça également c'est un produit essentiel pour avoir une croissance forte et vigoureuse. Maintenant, quand vous avez une monnaie comme le franc CFA, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit dans tous les livres que j'écris là, j'en parle, parce que ça c'est le premier numéro 1 de nos pays, pas seulement du Cameroun, mais les pays de la CEMAC. De la CEMAC, il n'est pas de la CEMAC, les pays d'expression française, il y en a 15 qui tous les jours cotisent dans la caisse de la France, au point où la France, selon des études concordantes, encaisse en dormant entre 450 et 500 milliards d'euros en dormant, tout simplement parce qu'elle a colonisé les gens et qu'elle continue à marcher sur eux. Et vous comprenez qu'avec un système de ce type, voilà quelqu'un qui est du GICAM, il conviendra que les taux d'intérêt sont alignés directement aux taux de l'Europe. Les taux d'inflation, regardez les budgets depuis 40 ans, on cible toujours un 2% comme on le fait en Europe. Ça n'a aucun intérêt pour nos investisseurs. Hein? Il y a des pays ici qui ciblent 5% d'inflation, jusqu'à 8% d'inflation pour accélérer leur croissance. Donc, vous voyez, c'est des problèmes extrêmement profonds, et véritablement le plus grave, et quelqu'un l'a parlé, je crois qu'elle l'a évoqué, c'est, je crois, Alice, elle a parlé de la masse monétaire. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si on est au 14e, 13e siècle, avec un rapport masse monétaire sur PIB qui
est autour de 23-22%, alors que dans tous les autres pays du monde, on va généralement à 80, 100. Les pays qui vont plus vite, comme la Philippine et d'autres, vont jusqu'à 120%. Pire, le rapport entre les crédits, le volume de crédit, les encours de crédit et le PIB, mais là-bas c'est la mort, c'est la préhistoire, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 14, un rapport de 14%, c'est-à-dire les crédits qui sont octroyés à l'État, ses démembrements, aux entreprises, aux ménages, etc. Mais c'est des sommes toutes petites qui ne permettent pas d'impulser une croissance forte. D'accord. On reviendra sur la suite de ce développement tout à l'heure. Le temps pour moi de demander à Alice, lorsque vous avez cette problématique sur le terrain, comment est-ce que vous faites donc pour pallier cette absence de petite monnaie? Parce qu'on a dit qu'il y a des possibilités de changer les billets en pièces dans des lieux indiqués. Est-ce qu'il vous arrive de faire cela? Le problème, c'est que tout le monde, tout tenancier d'une boutique ou d'un point de vente devrait pouvoir avoir besoin avoir la monnaie pour échanger. Donc c'est pratiquement anti-commercial que de dire à un client que vous n'avez pas de quoi rembourser. C'est devenu la chanson, hein, quand vous entrez au restaurant, dans une boulangerie, c'est devenu la chanson. En temps normal, l'adage qui nous dit que le client est roi ne s'y plus avec ça. Parce qu'on a tendance à vouloir demander au client, parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'aller lui-même chercher la monnaie, ce qui est aberrant. On perd déjà un chiffre d'affaires. Donc ce que nous faisons, et que la plupart des gens, je vous l'ai dit, on achète cette monnaie-là. Et une fois l'acheter, on va imputer ce coût dans nos revenus des marchandises. Pour ceux qui croient que les choses devraient devenir moins chères un jour. Parce que quand il y a des problèmes pareils à côté et que l'État néglige alors que c'est son devoir de nous dire pourquoi est-ce que nous n'avons plus de quoi changer la monnaie sur le terrain. Je ne crois pas que ce soit un commerçant, fut-il syndicaliste, qui pourrait savoir qu'aujourd'hui, il y a telle masse qui est en circulation, tel nombre de pièces qui devraient être en circulation et que de temps en temps, quand une monnaie vieillit, peut-être qu'on doit la retirer et la remplacer, injecter ce qui peut faciliter les échanges. Je crois que c'est beaucoup plus le problème de l'État que le problème d'un individu. Vous, en attendant que l'État fasse quelque chose, vous, concrètement, sur le terrain, comment vous gérez la situation dans les marchés? Pour ce qui concerne ma boutique, par exemple, j'essaie d'avoir des choses les plus moins chères possibles, ce que je ne vendais même pas. Compensez. Je suis obligée de vendre cela et j'essaie de compenser. Quand je devrais rembourser 300 francs à quelqu'un, je peux lui proposer, par exemple, de prendre un savon à la place, avec ce que ça comporte. Parce que je dis, ma foi, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de ce que je dis. Ceux en face qui ne peuvent pas acheter ce savon-là parce qu'ils ne devraient pas avoir les moyens pour l'acheter ce jour-là sont les plus malheureux. Donc, je propose, prends donc le savon, prends les allumettes, prends le briquet, prends les culs-dents. C'est le quotidien. Ou un petit bon, comme ça se fait un peu ailleurs. Pour quelqu'un qui avait 1000 francs pour faire son panier, il est obligé de prendre un savon. Peut-être avait-il un morceau de savon à la maison. C'est très compliqué. D'accord. Alors, Fabien, il y a un journal spécialisé au Cameroun pour des questions économiques, Ecomatin, qui nous a informé que la BIAC a mis en circulation des billets et des pièces d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année 2020. On se serait attendu qu'en 2022, on ne puisse pas souffrir. Comment comprendre donc cette France-là encore sur le terrain aujourd'hui? Heureusement, il faut de constater que la réalité n'est pas comment dire, l'optimisme sur le terrain. Nous avons, et ça fait plaisir que je suis un peu imprégné des lumières économiques du docteur, n'est-ce pas? Nous avons malheureusement là face à nous les politiques qui ont totalement échoué en ce qui concerne la monnaie. Quand on en sort aujourd'hui au XXIe siècle, on n'est pas des États qui puissent battre leur monnaie, c'est absolument regrettable. Et ça devrait de chaque une dépendance dont on pourrait absolument se passer. Quand on dit qu'on a peut-être développé la monnaie à concurrence de 12%, sur le terrain, n'est-ce pas? Cela n'est pas ressenti, sinon on n'aurait pas cette problématique, on n'aurait pas ce thème sur lequel nous débattons aujourd'hui.
les questions pour nous. Je pense que tant que les Africains, ou au moins les pays d'expression francophone, ne prendront pas leur destin en main, et ça pour décider de leur propre bien, de leur propre bonheur, nous serons toujours confrontés à ce genre de difficultés. Je ne voudrais pas m'étendre sur tout ce que nous savons tous. Les Camerounais souffrent tellement, énormément. Vous imaginez quelqu'un qui va au marché, comme maman Alice le dit, avec 1000 francs, il voudrait faire des achats de 750 francs par exemple et payer son taxi et retour de 250 francs. Et qu'on lui impose d'acheter un morceau de sang, qu'est-ce qu'il fait? Les tensions sociales naissent. Vous n'imaginez pas l'impact que cela produit dans la société. Et ça crée davantage de tensions. Et malheureusement, il faut essayer de se rendre compte que de cette population, que ce soit les commerçants ou les clients, nous sommes abandonnés à nous. Vers quoi devons-nous aller? Donc, je préconise, ou tout au moins à ce qui me concerne le MSC, que nous prenions notre destin en main pour décider effectivement de notre souveraineté. Parce que depuis les indépendances, depuis les années 50 jusqu'à ce jour, nous avons été colonisés, nous ne sommes pas encore toujours sortis de cette colonisation-là. Comment comprendre qu'on dise que, par exemple, la moitié de nos réserves, n'est-ce pas, docteur, se retrouvent à la Banque de France? C'est nous qui finançons les retraités en France, ou tout au moins dans les pays européens. C'est honteux pour nous. Est-ce qu'il faut de la magie pour le comprendre? On n'a pas besoin d'être un érudit en économie pour comprendre que quelqu'un qui te sert sa monnaie, qui retient ton argent, c'est lui qui en récolte les bénéfices. N'est-ce pas? D'accord. Alors, les économistes parlent également d'un problème lié au renouvellement des signes monétaires tous les 10 ans. La dernière fois que cela a été fait, c'était en 2003. Jusqu'à présent, on attend ce renouvellement-là, l'élargissement du maillage bancaire, augmentation croissante des petits métiers qui seraient à l'origine de tout ce que l'on vit aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec vos collègues qui parlent de ces problèmes-là? Oui, mais c'est... Enfin, aujourd'hui, on a plus de petits commerces. C'est des phénomènes extrêmement périphériques qui ne m'intéressent pas, à dire vrai. Le problème de fond est là. Le problème de fond est là. Un pays a sa souveraineté politique, entre guillemets, depuis plus de 60 ans, mais il ne bat pas sa monnaie. Il ne bat pas sa monnaie. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Un pays, une économie, un pays est fondé sur quoi fondement? Sur quoi assises? La base financière. La base financière. Chaque pays qui se respecte a une base financière qui gère de manière autonome. Une base technologique et une base de défense. Nous n'avons pratiquement rien. Et ce n'est pas normal. Et là, je comprends bien. Moi, ici, je dis, nos pays sont un peu faibles. Les États ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils veulent toujours qu'on continue à soutenir la France. Parce que nous, on soutient la France. Il y a 15 États qui cotisent chaque jour. Dans chaque opération d'import, d'export, il y a un prélèvement qui est opéré sur les opérations menées en Afrique, dans ces 15 pays. On va vous demander de façon, le téléspectateur qui nous regarde à la maison, on va nous demander quel est le lien avec l'absence de sa petite monnaie. Non, mais il y a un lien évident. Il y a un lien évident, parce que on ne peut pas battre monnaie. Si on pouvait battre monnaie, il y aurait des pièces tous les jours. Maintenant qu'il n'y a pas, il n'y a pas possibilité pour l'instant de pouvoir changer cette monnaie-là et qu'on doit faire il faut sortir. Maintenant, il faut sortir. Il faut marcher et il faut porter plainte à la France pour tout ce qu'elle fait de mal. Non, on n'est pas ici malheureusement pour appeler les gens à aller non, vraiment, on est dans une situation, un plateau. Je ne peux pas prendre sur moi de demander ce genre de choses. Non, c'est moi. Je tiens l'entière responsabilité. Non, je ne refuse pas, mais si on s'engage le plateau, on ne peut pas vous permettre de le faire sur ce plateau. Excusez-moi de vous le dire ainsi. Je reviendrai vers vous pour la suite de votre argumentaire. Alors, Alice,
il y a aussi qu'on a demandé, qu'on a constaté que c'est parce que des Chinois, au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure, utilisent ces pièces de monnaie pour aller vers l'Asie. La preuve, la gendarmerie a attrapé, on se rappelle à Dogbo, plusieurs sacs de petites monnaies en direction de l'Asie. Oui, justement. Et là, ça interpelle les délais de règlement des conflits quand il en est dans le sens du commerce que nous faisons. On avait trouvé ces pièces-là. La quantité qu'on a trouvée pouvait soulager. Mais où est donc cette quantité? C'est là où le problème se pose. Évalué à plusieurs millions de francs CFA. Où est donc cette quantité? Parce que moi, je pense que si, contrairement à ce que l'économiste développe, c'est la solution peut-être à long terme. Moi, je voulais même me demander, et si c'est nous qui bâtions la monnaie, à quel moment l'État doit se rendre compte que nous sommes en déficit des pièces d'échange et des petits coupons. 4 ans au moins. Oui, il se rend compte, et quand il se rend compte, il fait comment? Si on avait cette autonomie-là, il devrait faire comment pour nous soulager? Bon, maintenant qu'on saisit ce que les malfrats ont accumulé, parce qu'il n'y a pas que les Chinois, il y a nous autres personnes qui faisons les cotisations de tous les jours. Ça s'appelle la thésaurisation. Donc, quand quelqu'un rentre chez soi, il lance sa pièce de 100 francs, il attend la fin d'année pour cette pièce de 100 francs qui aurait pu être en train d'être échangée et de partir de main en main pour faciliter les échanges, se thésaurise pour attendre cette fin d'année-là. On le voit souvent à travers les gens qui cotisent les pièces de 500 francs. Heureusement, le jour où ils cassent, ils viennent vers nous proposer si on pouvait prendre ces 100. Je me rappelle un jour, j'ai pris 500 francs de 50 000 francs, les pièces de 500 francs que j'ai accumulées. Encore faut-il avoir cette réserve que vous pouvez mettre de côté les 500 pour pouvoir rembourser. Il y a d'autres commerces qui n'ont pas ce capital-là. Comment est-ce qu'ils peuvent, même s'ils trouvent ceux-là qui viennent leur proposer les pièces de 500 francs qu'ils ont cassées dans leur banque, comme on dit ordinairement, ils n'auront pas de quoi changer. Le mal est très profond. Je dis, les pièces qu'on a saisies chez les Asiatiques, où sont ces pièces-là? Si on nous dit qu'on garde pour une pièce à conviction, quelquefois, j'ai peur que plus tard, avec la corruption qui règne dans tous les artères, les gens là sont encore escortés pour partir avec leur monnaie selon qu'ils ont banqué, ils ont donné la part de ceux qui ont saisi. Parce que sinon, on se serait attendu qu'on nous appelle, nous les responsables des commerçants par exemple, on vous dit, vous avez besoin de la monnaie, venez donc avec de l'argent, même si c'est 10 millions, même si c'est 20 millions, on aura pour pouvoir changer ces pièces-là, parce qu'on en a tellement besoin, et c'est tout le monde qui a besoin à la fois. Donc, il suffit d'un SOS dans un marché, que chacun prévoit un montant pour pouvoir récupérer. Mais où sont donc ces pièces-là? Est-ce que l'État qui a saisi ça trouve normal de pouvoir encore garder ça par devers soi pour que le procès fasse 7 ans ou 8 ans au tribunal et qu'un jour on ait un résultat? Il y a problème. Bon, le Nigeria, par exemple, avec ses naira et je crois que c'est ce que l'économiste veut nous démontrer. Si on avait la possibilité, peut-être qu'on ferait nos 100 francs en billets, peut-être qu'on ferait nos 50 francs en billets. Et si on avait la possibilité de pouvoir battre cette monnaie nous-mêmes, le jour où on se rend compte que les biens ont vieilli, ou alors les gens ont thésaurisé, ou alors il n'y a plus une bonne masse monétaire en circulation, il suffit que l'État décide de réinjecter, de retirer les anciens et de réinjecter les nouveaux. Enfin, pour ma pauvre petite connaissance, je croyais que c'est comme ça que les choses allaient se passer. Mais je ne sais pas si on conçoit autrement. C'est pour ça que je suis tout oreille encore. Alors, Fabien, il y a un phénomène dans notre société aujourd'hui qui avale véritablement ces petites pièces de monnaie-là. Vous avez donc cette transformation de pièces de monnaie en bijoux, mais surtout cette machine à sous qu'on installe un peu partout dans nos quartiers et qui avale cette petite monnaie-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas également jeter un regard dessus pour voir encadrer, pour éviter qu'il y ait un impact sur notre économie? Je crois que je vais aller au-delà de la thésaurisation et
de l'exploitation des pièces à des fins commerciales. Moi, il me semble que ce n'est même pas ça C'est pas le problème. le problème. Nous sommes dans une société où l'immoralité est aujourd'hui, où la vertu, où le mal, le vice, est aujourd'hui érigé en règle. Quand maman Alice vous dit que par exemple, on achète les pièces de 100 francs à 100 francs, ça vous avez 1000 francs. À 1000 francs, autant pour moi. Vous achetez les pièces de 1000 francs, de 1000 francs à 1100 francs, n'est-ce pas? Vous perdez sur le champ, du coup, 10% de vos économies ou de votre bénéfice. Ça, nous sommes absolument dans le cadre d'une certaine malhonnêteté qui ne peut peut-être pas punissable. Je pense qu'il faut peut-être vous pencher à ce niveau-là. Les fins limiers devraient se pencher sur ces personnes qui sont devenues aujourd'hui les spécialistes, les experts, n'est-ce pas, en vente de la monnaie, alors qu'ils n'en ont pas pratiquement le droit. Donc il faudrait peut-être se pencher aussi sur ce point-là. C'est le regard bienveillant de nos autorités. Bien entendu. Mais moi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est aussi l'occasion je ne suis dépositaire de saisir aussi, pouvoir. de commencer Vous faites bien de dire que je suis avocat. Je vais rappeler à docteur que je ne suis pas un membre du JICAM. J'ai peut-être le privilège d'être arbitre là-bas, c'est-à-dire un juge privé. Ok, dans la cour d'arbitre. Donc je me saurais me prévaloir de la qualité de membre du JICAM. Je ne peux en aucun cas porter leur voix. Je n'aurai pas les qualités. J'ai dit qu'il fallait aller un peu au-delà de la thésaurisation, un peu au-delà de cette commercialisation des presse. Le problème n'est pas là. En fait, nous avons malheureusement un État qui ne régule pas. Parce que c'est l'État qui devrait établir l'équilibre. C'est-à-dire se rendre compte de ce que la monnaie est devenue. D'abord décider de battre lui-même sa monnaie. Absolument. Ce qui n'existe pas déjà. Donc tant que nous serons dépendants, n'est-ce pas, des trésors français, nous serons toujours face à ce genre de situation, quoi qu'on fasse. Est-ce que le genre a ce genre de problème? Il me semble qu'à une certaine époque, le Zaïre aussi, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, par exemple, n'avait pas ce problème. Du simple fait qu'ils battent leur monnaie. Cet État ne joue pas ce rôle d'équilibre, d'aspect financier, de régulation de la monnaie. Et tant que l'État ne le fera pas, toute spéculation, tous les débats que nous ferons aussi n'apporteront rien. Nous allons nous être obligés de subir les tensions sociales, tant les commerçants que nous qui sommes clients. Parce que moi, je n'entends pas parfois il y a des moments, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le système de transfert d'argent. Il y a des moments qu'on n'a pas d'argent dans son compte, n'est-ce pas? Vous ne vous imaginez pas en train d'abandonner votre monnaie. Je veux par exemple acheter, je veux par exemple faire des achats pour 750 000 francs. Vous m'imposez de prendre un bonbon, vous m'imposez de prendre... Quelque chose qui n'était pas prévu. De prendre les cure-dents. Donc j'ai peut-être un stock à la maison. On vous impose pas. Je l'accepte. Du coup, nous perdons le chiffre d'affaires. On l'accepte malgré nous. Mais il y a des personnes teigneuses qui ne l'acceptent même pas du tout. Même qui vous insultent. Qui vous insultent. Vous vous imaginez. Et cela va au-delà de la simple manipulation de la monnaie. Parfois, cela vous crée des tensions qui vont même au-delà n'est-ce pas, comment on dit, qui vous atteignent psychologiquement. Et vous cause même des maladies. L'État n'en mesure pas la portée. D'accord. Donc pour nous, tant que l'Afrique francophone tout au moins ne battra pas sa monnaie, tant que l'État ne serait pas le gendarme qui régule la circulation de monnaie, tant que l'État ne sera pas autonome, indépendant en ce qui concerne la gestion de sa monnaie, nous aurons toujours à faire face à ce genre de difficultés. Et permettez-moi de vous dire que ceux qui vont en Occident malheureusement rendre compte, la solution ne viendra pas. D'accord, on a compris. C'est pour ça que nous sommes le MSC, le petit parti politique, comme l'avait dit, qui faisons l'actualité. Nous avons l'alternative. Nous demandons à la population de nous faire confiance. Sincèrement, ce problème-là, nous le recevrons. D'accord. En attendant donc d'avoir une monnaie, en attendant de débattre autour de cette thématique de la monnaie, je voudrais demander à Georges quels sont les impacts directs ou indirects sur nos économies aujourd'hui. Une économie, que vous l'avez précisé dans vos ouvrages, une économie résiliente. Impact direct, indirect. Mais, merci. Les impacts, ils sont tellement nombreux que je ne sais même pas par où commencer. Mais une chose est certaine, déjà, aussi longtemps que vous ne battez pas monnaie, l'autre, à tout moment, pour une raison, pour une autre, point oui ou point non, peut décider de vous mettre en difficulté. C'est ce qu'ils font là maintenant. D'accord. Depuis des années,
on est en train de souffrir du même problème, au-delà du fait que il existe une parité fixe entre notre CFA et l'euro, ce qui nous vaut déjà une importante perte de compétitivité de l'ordre de 30 à 45% sur les marchés mondiaux. Au-delà, excusez-moi, si je suis fâché, c'est peut-être parce que je regarde ces problèmes tous les jours et je vois jusqu'à quel point nous peinons, parce que c'est herculien ce qu'on nous demande de faire. On vous demande de cotiser chez quelqu'un qui vous arrache tout, et cette personne n'est même pas tenue de vous accompagner lorsque vous voulez résoudre vos petits problèmes d'améliorer la vitesse de circulation de la monnaie dans votre territoire. C'est tout simplement blessant. C'est extrêmement blessant ce qui se passe. Et ça se passe depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, on parle, mon frère parlait de 50% de nos réserves en devises qui sont déposées. Le trésor français. Mais avant, c'était 100%. Ensuite, c'est arrivé à 75%. Ça, c'est la... Mais excusez-moi, mais nous, on ressent ça autrement que vous. C'est une cruauté sans pareil. C'est un crime. C'est un crime. C'est un véritable crime qu'on porte à des populations qui sont démunies, à qui tu arraches toute capacité d'exploiter son sol, d'exploiter son sous-sol, et en même temps, tu le brimes de la capacité d'exercer un petit pan de souveraineté monétaire. C'est cruel. Ça, c'est de la... Là, c'est bien compris, on l'a compris. Maintenant, sur les impacts pour la ménagère qui est à la maison, pour le quotidien que nous sommes... La ménagère, elle n'existe pas. Directe ou indirecte. Non, la ménagère... On utilise la monnaie tout le temps. La ménagère n'existe pas. L'Africain n'existe pas. Excusez-moi. Nous n'existons pas. Nous pouvons tout subir. Nos ménages peuvent tout subir. Ça ne dérange personne. Moi, excusez-moi, mais je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, nous avons commencé une bataille terrible qui a abouti à quelque chose. Sur d'autres plateaux de télévision, je ne vais même pas les citer, tout le monde les connaît. On a mené des batailles. Au départ, on se disait, mais ces gens sont des fous. Aujourd'hui, quand quelqu'un se retire juste un peu, en actionnant le levier Bitcoin, je parle de la RCA, tout le monde se plaint. Parce qu'en effet, on constate qu'on va perdre beaucoup de payants. Donc, je veux dire ceci, excusez-moi, de dire des choses qui ne sont pas... Non, je préfère qu'on non, s'il vous plaît. Je préfère qu'on ne s'éparpille pas, qu'on reste dans notre thématique. Parce que les envols nous permettent... Non, je ne veux pas aller loin, mais je dis ceci... Vraiment, pour rester sur la question qui a été posée, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre où est-ce qu'on va. Oui. Donc, les téléspectateurs doivent comprendre qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Pas pour nos décideurs, mais pour ceux qui nous ont colonisés et qu'ils peuvent se permettre de continuer à le faire comme ils veulent. D'accord. Voilà. Alors Alice, on en est là aujourd'hui. Ça va pas, la vie est chère, tout devient compliqué. La simple monnaie, on n'en a pas dans notre quotidien. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions que vous proposez pour peut-être pas résoudre définitivement cette problématique de monnaie-là? Est-ce qu'il y a des pistes pour voir, par exemple, prendre des billets, aller échanger pour réinjecter des pièces dans le marché? Avant d'arriver sur les pistes de proposition, qu'est-ce que je peux même proposer? C'est un sujet macroéconomique qui ne peut concerner que l'État du Cameroun. Qu'est-ce que moi, en tant que ménagère, en attendant d'y arriver, vous avez demandé comment est-ce que le citoyen lambda subit cela. Il y a 3 ans, on discutait avec le ministère du Commerce les prix, le protocole des prix des biens de première nécessité. Il fallait fixer les prix.
Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quelle alchimie, eux, ils s'asseyent dans les bureaux pour nous fixer les prix sur le terrain. Mais toujours est-il qu'on avait fixé un prix d'un riz quelconque et dont le sac devrait coûter 18 500. Le sac de 50 kilos. Et quand on le divise par 50 kilos, le prix oscillait entre 448 francs. Je leur ai dit, vous pensez avoir diminué le prix, mais le fait que ce soit 40, ou c'était 43 francs. J'ai dit, dans 43 francs, là, ça veut dire que les 7 francs qui sont au-dessus, là, sont d'office inclus dans le prix que vous voulez baisser. Alors, quand vous allez multiplier cela, vous allez vous rendre compte que personne n'a 3 francs au Cameroun. Donc, on ne peut pas rembourser. Soyons donc réalistes. Donc, multipliez maintenant en arrondissant et vous allez vous rendre compte que vous venez d'aggraver le prix du riz de 1000 francs ou de 1200 francs le sac. Donc, on peut dire que ça semble être anodin. Ça semble être quelque chose de pas palpable, mais le ménage en subit. Le ménage subit le coût de la rareté de cette monnaie-là. Nous autres qui achetons avant de revendre, nous subissons le coût de la réalité. Comment c'est concret sur le marché? Les gens ne peuvent plus faire des choses telles qu'elles voulaient. Et j'ai envie de demander aux économistes, il y a 4 ans que ce phénomène s'aggrave. Avant, pourquoi est-ce que cette monnaie ne devenait pas rare avant? Est-ce que ce n'était pas la même France? On ne dépendait pas des mêmes colons? Pourquoi est-ce que ça ne se faisait pas rare? Il y a eu un problème. Soit il y a un chantage à l'origine, où la France veut, parce que au-delà des pièces de la monnaie qui est rare, les devises sont aussi rares. Quand nous voulons aller faire les achats à l'extérieur maintenant, vous voulez convertir la monnaie en devises, on vous dit que les devises n'existent pas. Comment on peut expliquer qu'on... On se rappelle d'ailleurs de la sortie du président du GICAM sur la question. Comment est-ce qu'on peut vous dire que les devises n'existent pas? Moi, j'allie le problème de la monnaie au problème des devises pour dire que c'est un problème politique. Même comme vous ne voulez pas en parler, peut-être il faut reformer la thématique autrement pour que... J'avais un point précis que je ne voulais pas aborder. Voilà. Donc ce problème-là, plus il parle, plus les deux parlent, plus je me dis que peut-être il peut avoir un vilain malin qui est assis quelque part pour manier ce levier, pour vouloir le soulèvement social. Parce que, madame, venez faire un reportage. Il ne vous faudra pas 30 minutes dans ma boutique pour qu'il y ait un choc par rapport à quelqu'un qui veut se faire rembourser. Là, on l'a fait, on a remarqué qu'il y a des tensions, surtout quand vous allez dans les boulangeries ou les pharmacies. Et puis, il y a même une autre monnaie qu'on vous donne en pharmacie, là. Ça ressemble au bouton. Honnêtement, quand on veut vous rembourser, on vous porte toute une poignée comme ça, on vous donne. Je vous le jure, ça n'a jamais arrivé chez nous. Et aucun commerçant ne peut, aucun acheteur au marché ne peut récupérer. Mais justement, au-delà de ce que vous mettez sur la table, il y a quand même qu'en 2020, on a reçu, la BEAC a reçu un versement de plus de 13 000 milliards de pièces venant des banques et comptables publics. Ça veut dire qu'il y a quand même un paradoxe. Quelque part, si on réussit à vous déposer des pièces de plus de 13 000 milliards venant de ces banques et des comptables publics, ça veut dire que les pièces existent et qu'il faudrait juste peut-être trouver une nouvelle politique de gestion de ces petites monnaies sur le marché. 13 000 milliards. En 2020, les chiffres de la BEAC. Madame Alice a bien fait de poser cette problématique en ce que nous avons toujours été colonisés par cette même France. N'est-ce pas? Notre monnaie est toujours battue par cette même France. Pourquoi se passe-t-il que c'est depuis pratiquement un certain nombre d'années que nous avons le problème de monnaie alors que nous ne l'avions pas avant? Ça nous interpelle sur les solutions qu'il faudrait proposer. Oui, nous avons dit tout à l'heure que la première des choses, c'est l'indépendance monétaire qu'il faut acquérir. Je vais vous assurer d'une chose. Pendant que nous sommes ici en train de débattre de ce sujet, il y a beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos décideurs qui se moquent de nous. Puisqu'ils sont présentement en train de se moquer de nous. Ils demandent ceci là, ils parlent de quoi même. Parce que pour eux, cette réalité de la monnaie ne les concerne pas. Puisque la vérité est faite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons malheureusement avec nous certains décideurs dont les détournements des biens publics ou de deniers publics se font en termes de milliards. Quand ils viennent dans les supermarchés, quand ils viennent dans vos boutiques là, madame,
La monnaie ne les intéresse pas. Ils peuvent vous abandonner 3 000, ils peuvent vous abandonner 5 000. Ce n'est pas leur problème. Pour cette même raison, ils ont perdu toute forme d'humanisme. Ils ne sont habités par aucun patriotisme. Mourez si vous voulez. Ils n'en feront rien. C'est pour ça que j'interpelle toujours la population, n'est-ce pas, à prendre son destin en main. J'ai parlé de la problématique de la question que vous avez posée sur la réalité qui est actuelle. Pourquoi cela ne s'était pas passé avant? Juste parce que nous avions peut-être quelques dirigeants responsables qui, malgré la dépendance monétaire, n'est-ce pas, régulaient tout au moins le marché. Ils ne font plus rien. Le Cameroun est aujourd'hui en lambeau. Aucun secteur d'activité ne marche. Voyez-vous. D'accord. Dans les solutions, en ce qui me concerne, la première solution, palliative, en attendant cette dépendance monétaire, je vous assure, c'est de remplacer nos décideurs. D'accord, on a compris. Et ce sera justice. On a compris. Alors peut-être il est temps de dire aux téléspectateurs, Georges, quel est le rôle que joue cette petite monnaie dans l'économie, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet banal, qu'on ne mesure véritablement pas son rôle dans notre économie. Est-ce que vous pouvez présenter en 2, 3 points le rôle de cette petite monnaie dans notre économie? Oui, en fait, c'est une unité de facilitation des échanges et de transactions à l'intérieur d'un marché donné sur la base d'une valeur déterminée, naturellement dans le cas d'espèce en rapport avec du fait qu'il existe une parité fixe. Nous savons que nous sommes essentiellement arrimés à l'euro. Mais si vous permettez, ils ont évoqué une question essentielle. Pourquoi depuis 4 ans? Oui, pourquoi ça coince. Et c'est pour cela que ça va être gênant, parce que nous, on regarde ces problèmes d'une autre façon. Nous disons, pourquoi dans 4 ans? Et pourquoi les guerres seulement depuis 4 ans, depuis 5 ans? Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi tous ces trucs se mettent ensemble? Pour nous, nous sommes toujours très choqués. Un pays qui est connu depuis des décennies comme l'havre de la paix, subitement connaît des tentatives, nous ne disons pas, nous disons clairement, des menaces de déstabilisation. Les guerres sont des guerres de déstabilisation. Tout comme ce phénomène de biais, c'est pour créer un malaise social. En fait, quand vous regardez de près. Et la guerre, ça c'est la chose la plus brutale. Excusez-moi, c'est pour cela que nous ne pouvons pas être tranquilles. Lorsque on crée la guerre dans un pays, on a fait la chose la plus grave qui existe sur le plan économique. Parce qu'en fait, la guerre a pour conséquence que vous attaquez le capital sous toutes ses formes. Le capital financier, le capital physique, le capital humain, le capital social. Maintenant, quelles sont les solutions pour sortir, puisqu'il nous reste pratiquement... Les solutions? Les solutions. Non, je ne veux pas dire mes solutions, vous allez me chasser du plateau. Non, je ne veux pas, non. Vraiment, en attendant, à court terme. C'est-à-dire qu'on a un problème à court terme, les ménages, tout le monde subit des solutions à court terme. Les solutions à court terme, bon, comme je veux vous faire plaisir, je vais quand même répondre, je dirais ceci... nous devrions peut-être penser à mettre en place un système de crocs. Des crocs. On repart un peu au 2e siècle avant Jésus. Bon, on se dit, puisque c'est là où on veut nous ramener, on se dit, bon, quand tu vends un bol d'arachide, moi, je te donne aussi un morceau de savon. C'est là où on veut. C'est une solution. D'accord. Bon, sinon, bon. En tant qu'économiste, sur le plan global. Non, sinon, c'est bien, mon cher frère de l'autre côté a parlé de la dématérialisation des opérations financières. C'est vrai que ça pose un réel problème.
celui du niveau de bancarisation qui reste très faible dans nos pays, mais c'est une solution. Quand tu vas, pour ceux qui voyagent, quand vous allez du côté de la Somalie, c'est le pays qui est le plus arrimé à ces phénomènes de dématérialisation. La Somalie. En Somalie, même le bouc, même le caillou, on l'achète au téléphone directement. Tout le monde a un téléphone. C'est le pays qui, au monde, est de loin, et ça ne date pas d'il y a 2 ans, c'est des phénomènes plus anciens. Tout le monde fonctionne avec son portable. Et on échange partout avec le téléphone portable. Et vous le savez peut-être, dans ce secteur de la numérisation des opérations financières, l'Afrique est aujourd'hui de loin devant tous les autres pays du monde. Justement parce que le taux de bancarisation étant faible, on trouve que c'est peut-être possible de travailler avec le téléphone. Donc, en Somalie, vous serez merveilleusement surpris de savoir que toute vendeuse a son téléphone. D'accord. Et vend à partir de ce téléphone. D'accord. Peut-être il est temps, Alice, que vous puissiez habituer votre clientèle à cette opération pour éviter des tensions entre commerçants et clients dans le marché. Oui, c'est très élitique. Il y en a, les clients, chez moi, on n'achète pas MTN Money, Orange Money, tous ces gens, tous ces opérateurs-là. Sans publicité. Je les ai sans publicité. On achète chez moi par là. Mais quelles sont les proportions? Quelle est la proportion des gens qui proposent cela? Ils sont même pas 10% des gens qui peuvent demander à acheter par le téléphone. Aujourd'hui, on a un réel problème de formation. Et nous avons des téléphones, mais beaucoup ont des téléphones. Ma maman, par exemple, c'est pour répondre à l'eau. Et on lui transmet le message. Ne lui demande pas qu'elle aille déjà dedans ou même retrouver qu'il y a l'argent. Donc, il y a un problème de formation. C'est une solution, mais qui n'est pas à très court terme au Cameroun, vu le niveau de bancarisation. Oui, peut-être bancarisation, c'est un mot très fort pour que nous comprenions. Je comprends pas. On ne comprend pas ces bancarisations-là. Je veux dire, le commerçant lambda ne comprendrait pas, mais plusieurs personnes ne veulent pas utiliser leur téléphone pour faire des achats. Donc, il va falloir former. Mais en attendant, il faut que l'État nous écoute un temps soit peu. Qu'on nous ramène quand même déjà les pièces qu'on a retrouvées quelque part là, qu'on réinjecte. Parce que vous avez dit quelque chose de grave là. Vous avez dit que on a reversé les pièces. Mais à la fin, on se rend compte qu'on ne nous aime même pas. Comment est-ce qu'on peut prendre les pièces dont on a besoin pour aller redonner à la banque? Il suffit juste de la décision de l'État maintenant de dire à ces différents receveurs de pouvoir réinjecter. Appelez-nous juste. Notre syndicat a au moins 30 marchés. Appelez pour dire que vous avez un tas de pièces et que vous voulez changer. Nous allons changer à la minute. D'accord. Alors Fabien, il est temps finalement de pouvoir réhabituer la fréquence des pièces à réinjecter dans le marché pour éviter peut-être la période de pose problème, parce qu'on a parlé depuis 2003, jusqu'à 2013, rien n'a changé, on attend toujours. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être d'accélérer avec la fréquence pour réinjecter les pièces dans les marchés? Je pense et je précise qu'il faut dématérialiser l'argent, procéder par des transferts. Et quand bien même on a dit que c'est un peu élitiste. Je vais vous dire, effectivement, je voudrais y aller. Parce que on n'a pas juste en quelques secondes. C'est même élitiste pourquoi? Parce que nous sommes dans l'embuscade permanente. Pour la simple raison, voyez-vous, même dans ce genre de transactions-là, est-ce que vous savez combien on laisse à l'État? Est-ce que vous savez combien on laisse à l'État? Donc nous sommes dans l'embuscade permanente. Côté de l'État. Nos décideurs de nous aider sur rien. D'accord, c'est compris. La solution, c'est de les dégager. On l'a compris. Les remplacer. Vous avez utilisé un mot fort, il faut être poli. Il faut rester poli sur ce plateau. Merci beaucoup, Maître Fabien Kenyé, arbitre au JICAM et homme politique représentant le MRC sur ce plateau. On a eu Alice Maguedjo, président du syndicat des commerçants détaillants du Vouri. Ça a été un plaisir de vous avoir. Dr Georges Edimou Mongori, économiste, auteur de plusieurs
plusieurs ouvrages sur l'économie camerounaise disponibles déjà dans les librairies. Malheureusement, on n'a pas eu Maître Joseph Claude Biliga qui devrait porter la voix du RDPC sur ce plateau. On saura pourquoi son remplaçant n'est pas arrivé sur le plateau. Toujours est-il que le débrief est terminé. Je dis également merci à celui qui rehausse ce plateau tous les soirs. C'est El Dabo qui m'habille depuis le début de cette émission, le débrief de l'actualité. El Dabo, vous le savez, est partenaire du débrief de l'actualité. Et merci pour ce vêtement de ce jour. Merci également à Colin Sowonchuan, Cyril Kayak, Bertrand Défaut, toute l'équipe technique mobilisée pour la réalisation de ce programme. Demain, c'est le sport. Tout à l'heure à 19h50, c'est Aimé Catherine Moukouri qui sera là. Je vous reviens, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.